qui va nous faire profiter de son expérience par rapport à cette session. Je pense qu'à la fin, nous allons savoir que nous n'avons pas du tout regretté d'écouter cette brave dame. Aujourd'hui, Madame Koudiasso, médecin, socio-anthropologue, et qui est titulaire d'un doctorat en anthropologie de la santé, d'un master en sociologie et un DU en santé publique. Elle est chercheure et responsable du pôle sciences sociales au centre de recherche, au centre de formation et de la recherche clinique à Dakar, à FAN. Elle est membre du comité national d'éthique et de l'unité 233 de l'IRD. Elle cumule plus de 20 ans d'expertise dans la recherche et la réponse au VIH au Sénégal, en Afrique et à l'international. Elle a occupé plusieurs fonctions au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'OMS, au niveau de l'ONU-SIDA et surtout aussi au sein du conseil d'administration de l'Association des femmes vivant avec le VIH à Dakar. Ces travaux portent sur diverses dimensions du VIH, gender, droits humains, protection sociale, anthropologie et vraiment la vaccination et surtout la préparation aux épidémies. Elle a codirigé plusieurs ouvrages de référence, dont Les femmes à l'épreuve du VIH et un manuel d'anthropologie appliqué aux épidémies émergentes. De telles personnalités, nous ne sommes pas surpris qu'elles soient lauréates du prix vraiment santé et lien social par la Croix-Rouge. Et aussi, elle a été la fondatrice du réseau vraiment anthropologie des épidémies émergentes. Donc, Madame Koudiasso a décidé de nous entretenir avec l'intersection changement climatique et le sida, la tuberculose, le paludisme. Mais elle a décidé, elle va nous en parler, de mettre un focus sur l'usage du plastique dans le domaine de la santé. Madame So, sous vos applaudissements. Voilà. Si tu veux, tu t'assois 1 minute et puis tu viens. Voilà. Je te laisse la place. Comment on fait pour changer? Il amène. Voilà. Okay. Le verre, ça avance. Thank you, Mr. President. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank the organizer of this conference to invite me to share my experience. Je voudrais, my slide in English, but I speak in French. Donc, je vais partager avec vous une réflexion sur la réponse aux épidémies sans danger pour la santé. Comment repenser l'usage des matériaux plastiques à usage unique dans le domaine de la santé? Je dois dire que très souvent, quand on pense à l'environnement, au plastique, on pense aux objets plastiques usuels. Or, ce à quoi on ne pense pas, c'est à l'usage du plastique dans le domaine de la santé. Et vous voyez, je voudrais que vous preniez 1 seconde pour regarder cette photo. Cette dame a été opérée. Et après son opération, les artistes ont récupéré tous les matériaux qui ont été utilisés durant cette opération-là. Et vous la voyez couchée autour de plusieurs cercles de matériaux plastiques, entre les gants,
les, 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 les masques et tout le matériel plastique à usage unique. Donc, après une opération, tout cela va être jeté. C'est pour dire que si le secteur de la santé devait être un pays, il serait aujourd'hui le 5e plus grand émetteur de dioxyde de carbone. Parce que lorsque vous détruisez tout cela, eh bien, vous produisez du CO2 et qui contribue à l'augmentation de la température de la planète, d'où le changement climatique. Et pour cela, il y a eu un projet qui a été mis en place avec différentes universités qui s'appelle After the Single Use, après le premier usage. Repenser l'utilisation des articles biomédicaux à usage unique. Et ce projet a lieu dans 8 pays, 8 sites. À Édimbourg, en Angleterre, also Baltimore, Johns Hopkins, Dakar, Dar es Salaam, Inde, Genève et Sydney. Nous avons essayé de faire un projet sur plusieurs continents pour voir, analyser ces problématiques ensemble. Et il faut inventer l'histoire, parce que ce projet est mis en place à la fois par des anthropologues, mais également des historiens de la santé. Et nous avons essayé d'analyser les relations historiques. Et il faut savoir qu'à partir de 1950, dans le monde, s'est étendu de plus en plus l'usage des objets jetables, qui étaient basés sur une seule production dans la santé, tels que les masques, les seringues, etc. Et ce changement a eu un impact significatif dans la santé, mais également, c'était plus une manière de vivre de la population où les gens ont commencé à utiliser de plus en plus divers objets jetables. De l'épidémie de VIH au Covid, comment les pratiques ont changé? Concernant les seringues, nous allons y revenir, l'épidémie d'Ebola, les gants, les revêtements plastiques, les lunettes et aussi l'épidémie de Covid. Pour l'épidémie de VIH spécifiquement, nous allons partir sur l'histoire des seringues. Certains d'entre vous, peut-être, peuvent se rappeler du moment où on utilisait des seringues réutilisables. Et avec un élément essentiel comme appareil, c'était un stérilisateur qui permettait de stériliser. Et la dame que vous voyez sur la droite, elle est en train de retailler les seringues, parce qu'à l'époque, quand on utilisait les seringues, ensuite, on les retaillait pour pouvoir les stériliser à nouveau. Et nous sommes passés de cette seringue à usage unique à des seringues qui peuvent être réutilisées sous différentes manières, mais également des seringues rétractables. Et l'infection Secure est devenue centrale dans l'épidémie du VIH. Les gens ne sont pas passés des seringues injectables, des seringues à usage unique, aux seringues réutilisables comme ça. Cela s'est passé parce que en 2000, au moment où l'épidémie du VIH était la plus importante, il y a eu à peu près 16 millions d'injections qui ont été faites dans le monde. Et 40% d'entre elles ont été faites avec des équipements qui ont été réutilisés. Et ces équipements mal stérilisés ont causé plus de 21 millions de cas d'hépatite B, 2 millions de cas d'hépatite C et 260 000 nouveaux cas de VIH, par exemple, en 2016. Et en Afrique subsaharienne, on sait que 17 à 19% des injections étaient également not safe. Une population particulière a été victime de ces aspects, c'est les personnes usagères de drogue. On considère que 17% des personnes usagères de drogue vivent avec le VIH parce qu'elles ont eu à un moment donné utilisé une seringue qui était infectée. Lorsqu'on regarde dans l'échelle du temps, à partir des années 2000, l'OMS généralise les prescriptions pour que les professionnels de santé utilisent les seringues à usage unique. En 2015, là aussi, on passe aux seringues sécurisées et en 2019, l'UNICEF demande qu'on utilise des seringues rétractibles, notamment dans le cadre de la vaccination. Et aujourd'hui, le Global Fund, par exemple, a dépensé plus de 2 milliards pour l'achat de différents équipements dans ce sens. Vous utilisez tous des tests HIV en plastique.
On est passé des tests à usage unique qui étaient distribués dans les structures de santé à des tests qu'on utilise soi-même. Mais personne ne pense à la tonne de plastique qui sont ainsi utilisés tous les jours. Ils ont un avantage, ces tests personnalisés, parce qu'ils aident à la confidentialité. Par exemple, en 2023, il y a eu 10 millions de tests individuels qui ont été achetés par le Fonds mondial et 12 millions de tests HIV et syphilis également qui ont été partagés. Ebola. Lorsque l'épidémie d'Ebola est arrivée, on est allé vraiment au maximum de ce qu'on pouvait utiliser comme objet à usage unique. Les gants, les lunettes de protection, les chaussures, exactement. Vraiment, imaginez que durant l'épidémie d'Ebola, tous ces matériaux de plastique ont été utilisés et pour pouvoir garantir la sécurité et réduire le risque de transmission. Le Covid également, ça a été la même chose. Mais le Covid, il y a eu autre chose. En plus entre 2020 et 2021, près de 87 000 tonnes d'épis ont été achetées pour la réponse au VIH. Mais en plus de ça, on oublie qu'il y a eu des millions de tests, de diagnostics, mais également de vaccins qui étaient composés de matériaux plastiques qui ont été détruits et des masques également. Voilà un peu une image qui vous montre les différents éléments en plastique qu'on utilise dans le domaine de la santé. Et voilà certains d'entre eux, vous le voyez sur la photo de gauche, où est-ce qu'ils finissent. Nous allons partir sur un exemple des tests de malaria que vous utilisez tous les jours dans les structures de santé. Exemple, en 2024, 360 millions de tests ont été achetés par le Global Fund. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de quelle est la composition de ces différents tests? Et voilà un exemple qui montre que lorsque vous prenez le temps de déconstruire un test de malaria, vous vous rendez compte que ce test de malaria est composé de 6 différents plastiques et que c'est dans ces 6 différents plastiques, certains d'entre eux sont extrêmement toxiques, à la fois le texte, mais également ceux qui recouvrent le test. Et quels sont les effets de ces plastiques-là sur la santé? Nous sommes ici avec beaucoup de professionnels de la santé qui connaissent les perturbateurs endocriniens, les aspects sur les effets des plastiques sur la thyroïde, sur le diabète, sur l'insulinorésistance, sur l'asthme. De plus en plus, nous voyons nos enfants devenir asthmatiques. Mais on ne pense pas souvent aux plastiques qu'on utilise, y compris dans le domaine de la santé. On s'est posé la question, quel était le cycle de vie de ces objets qui sont utilisés? Il faut penser que les objets en plastique, ils sont produits quelque part, très souvent en Inde ou bien dans d'autres pays qui sont très lointains. On les transporte, on les utilise et on les détruit. Mais comment les détruit-on? Et surtout en Afrique. Il y a 4 manières pour la gestion des déchets biomédicaux. La première, qui se passe dans beaucoup de nos structures de santé, c'est qu'ils sont brûlés. Il y a de nombreux incinérateurs. La deuxième, c'est qu'ils sont enfouis, enterrés. Derrière, en général, quand vous allez dans les structures de santé, vous rencontrez derrière des personnes qui enterrent. Et puis, la troisième image, c'est vraiment des dépôts à ciel ouvert, des landfills. Notamment au Sénégal, nous avons la plus grande décharge de déchets ouverts qui est à Meubus. Et puis, ou bien les déchets sont stockés. Alors, posons-nous la question de la gestion des déchets biomédicaux. Je voudrais que vous regardiez la première photo. Cette photo que vous voyez, un objet en bleu. Cette photo, dans le cadre de notre projet, nous avons mis en place un système de veille médiatique. C'est une personne qui est partie à un enterrement dans une structure de santé du Sénégal à Diourbel, une ville décentralisée, et qui est allée à la morgue et s'est rendu compte que derrière la morgue, on stockait des milliers d'objets plastiques
qui étaient jetés là, juste sans autre moyen de gestion. L'autre, c'est une décharge. Au Sénégal, il y a une décharge à Meubes, qui est une décharge des ordures ménagères. Et normalement, dans ces décharges à ordures ménagères, il est interdit de mettre des déchets biomédicaux. Mais les structures de santé n'ayant pas les moyens, ou tout simplement le dispositif ayant des limites, de temps en temps, elles mettent les déchets biomédicaux dans des sachets et elles les mettent dans cette structure. Et c'est là où nous l'avons retrouvé. Et en Afrique, d'une manière générale, seuls 20% des structures de santé ont mis en place un système de tri qui soit efficace. Et 15% des déchets qui sont générés dans la santé peuvent être infectieux, toxiques, susceptibles d'entraîner des cancers. Et souvent, lorsqu'on brûle ces déchets, et dans toutes les structures de santé, il y a des incinérateurs qui brûlent des déchets plastiques, qui dégagent des fumées toxiques. Pour cela, nous voudrions, dans le cadre de cette conférence, faire ce plaidoyer. L'utilisation massive d'objets en plastique dans la lutte contre le sida, les programmes de tuberculose, les programmes de les malarias, ainsi que les programmes de vaccination, le sont sans une prise en considération des aspects et des effets et des risques environnementaux. L'utilisation des objets jetables est légitime parce qu'elle concerne la sécurité. Et parfois, les gens ont pensé qu'à partir des années 2000, que c'était plus simple, que c'était plus efficace, et parfois c'était plus économique. Mais il faut se dire que quand on utilise du matériel à usage unique, c'est un matériel qu'on rachète tous les mois, tous les ans, et qui augmente également la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur en produisant du CO2. La production des plastiques et leur utilisation, elle fait face à beaucoup de contraintes, notamment sur le point de vue légal. Vous avez vu, il y a quelques mois, à Genève, en août 2025, il y a eu une très grande conférence pour négocier la réduction du plastique. Cette conférence a échoué. 183 pays ne sont pas arrivés à trouver un consensus. Et je voudrais dire que l'Afrique, dans le cadre de ce processus, devrait avoir une plus grande conscience environnementale, y compris dans le domaine de la santé. Assurer la durabilité des programmes VIH, malaria, dans le système de santé requiert également que les gens réfléchissent en amont, avant la planification, à qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets biomédicaux qui ont été produits par la lutte aux épidémies, en amont et en aval, sur le point de vue stratégique, sur le point de vue opérationnel et au niveau des pays. La gestion des déchets biomédicaux est quelque chose d'extrêmement important. Et nous n'y pensons pas suffisamment lorsque nous commandons des millions et des millions de déchets biomédicaux jetables, sans compter les effets sur l'environnement. Donc, je voudrais dire que nous sommes dans le cadre d'un processus de réflexion, mais nous voudrions profiter de cette opportunité de partager ce plaidoyer avec les acteurs du VIH, de la lutte contre le VIH, les activistes, la lutte contre la malaria, la lutte contre la tuberculose, pour qu'il y ait une prise de conscience de l'importance de leurs pratiques sur l'environnement et que cette invisibilité, quand on commande des milliers et des milliers de tests de diagnostic, on doit aussi penser à renforcer le système qui va gérer ces déchets biomédicaux. Lorsque vous allez dans les plages de Dakar, lorsque vous allez dans des structures, les plages de beaucoup de pays, nous avons beaucoup de matériel plastique, de beaucoup de pollution. Et une partie de ces pollutions provient de ce que la santé fait pour améliorer les programmes de prise en charge. Donc vraiment, je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues qui ont participé à cette réflexion. Le projet vient de commencer et nous allons poursuivre la réflexion et peut-être que nous viendrons avec des résultats lors des prochaines conférences d'ICASA. Donc, merci à l'ensemble de mes collègues et surtout, je voudrais remercier mes collègues du CRCF qui ont participé à cette étude-là
pour le Sénégal. Merci. Ça c'est no comment. Je crois que chaque pays africain s'est un peu retrouvé sur la problématique. Et je pense que le plaidoyer, ça doit aller au-delà des acteurs engagés dans la lutte contre le sida, tuberculose, paludisme. Mais c'est pour les acteurs de la santé. C'est un problème où elles viennent de nous jeter à la face pour que nous prenions davantage conscience. Pour moi, la gestion des déchets biomédicaux, nous sommes toujours restés passifs, impuissants. Et là, vraiment, ce que vous venez de démontrer et les résultats vont être un puissant outil de plaidoyer à différents niveaux pour que vraiment on puisse gérer ce problème. Et je vous demande simplement de ne pas oublier le journal AJS pour que les résultats, vous puissiez vraiment les écrire dedans. Donc, on va prendre des questions, interaction avec la salle. Ce côté, il y a une main. La salle, quand même, vous vivez tous ce problème au niveau de vos pays. Que ce soit les hôpitaux, les districts de santé, l'évacuation des gestions biomédicaux. Bon, il y a les anciens ministres qui sont là. Si la salle, je vais leur demander leur réaction. Monsieur le Président, donnez la parole au Président. Il a été 15 ans ministre de la Santé du Zimbabwe. Venez ici. Nous avons les anciens ministres qui sont là. Donc, merci beaucoup. This was a very different type of presentation. It really brings sudden awareness that what we are doing in the health sector may be causing other serious problems. But I didn't hear what you suggest we should do. Should we burn it? Should we bury it, like you said? What is your advice? Should we not do it? What are you saying? I think the first thing you have to do is awareness. I think that we have to be awareness because this is very important. I have been very sad when behind my office, I discovered for the first time the incinerator full of waste and full of unused vaccines. And when I speak with my colleague in charge of waste, of biomedical waste, the first thing they say that there is not money, there is not attention, and this is biomedical waste are invisible in the management of the structure. I think it has to be stopped. Je pense que lorsque nous pensons, lorsque nous gérons les programmes VIH, lorsque nous gérons les programmes de la malaria, de la tuberculose, et que nous commandons des millions et des millions de tests, c'est très bien. C'est ce que j'ai participé à ça. J'ai participé à la promotion des tests à usage unique. Mais je n'ai jamais été pensé un seul instant quelles étaient les conséquences de ça. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les pays du Nord commencer à mettre en place et renforcer le plaidoyer sur la justice environnementale, nous, Africains, nous devons savoir que c'est quelque chose d'important parce que ce sera une bombe à retardement. Les questions de pollution ne concernent pas seulement les pays du Nord, ils concernent nos pays. Et c'est pour ça que nous, nos programmes, nous devons aussi réfléchir comment aider ceux qui assurent la gestion des déchets médicaux. Comment faire pour que
les déchets biomédicaux ne se retrouvent pas entassés ou enterrés parce que c'est du plastique et nous sommes aussi en train de polluer à la planète. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, je pense que les acteurs du VIH sont les acteurs qui sont les plus puissants en termes de plaidoyer. Et si aujourd'hui on dit que la priorité de la santé, dans la santé concerne l'environnement et la santé, cela veut dire que les acteurs du VIH doivent aussi se préoccuper de ces questions de l'environnement et pouvoir intervenir et aider les programmes à ce qu'il y ait une plus grande prise en compte sur ces aspects, comme ils l'ont fait et très bien fait sur les questions de VIH. Thank you. Oui, professeur Liu, et ensuite vous avez... Voilà. Thank you very much for your presentation. I represent a Global One Health Institute in Zambia. And your presentation brings to the table the importance of One Health. Instead of having silo type of health thinking. And as you were presenting some of the impact that waste disposal is having on the health, while we are trying to fight HIV, TB, and malaria, and because of the manner in which we are not managing the waste, we now have other diseases as a result of that. I was personally intrigued when you showed the rise in the numbers of hepatitis B and hepatitis C, which are the brothers and sisters of HIV. So I think in the future, ICASAs, my recommendation would be that apart from just looking at HIV, TB, and malaria, we should be looking at the other environmental health problems that we are having as a result of managing the HIV, TB, and malaria epidemic. And we, as an institute, we are involved in research which can inform policies in our countries so that we start moving together to deal with all the emerging epidemics that we are having on the continent because of not managing our environment, not managing the diseases that are found in animals. Because what you are saying is not only causing health problems in humans, it's also causing health problems in animals. So how do we move with One Health as a continent? Thank you. Merci, madame. Oui, c'est important d'avoir des anciens ministres qui ont eu à gérer. Et non, c'est madame d'abord après. Oui, c'est vous. Ok. Merci, Khoudia. Je suis Aminata Diak, Réseau EVA Sénégal. Merci pour cette remarquable conférence et donc remarquable plaidoyer également qui nous alerte sur l'impact des déchets biomédicaux. Ma préoccupation est la suivante. On a du mal à imaginer revenir à un moment où on va utiliser du matériel réutilisable. Enfouir, effectivement, jeter à ciel ouvert, ce n'est pas la solution. Incinérer, tu le dis, produit également des substances toxiques. Alors, quelle solution? Merci. On va prendre une dernière question, après on va les... Oh, thank you very much. I think mine is just a contribution on the point of saying, what do we do? The first point you raised is awareness. But the second point is that the sector itself as health would have to look at the climate change response in relation to zero waste. Every other sector is saying, what does zero waste mean
in its own sector. And I think going back, I also agree it's not the way, but going forward means we have to be looking at our own products and their environmental impact and saying what kind of products are we using that are biodegradable, that can be able to be fund itself back into the system, but in a manner that would be zero waste as in within the entire system, the ecosystem. And I don't think we are doing enough in terms of that. If you compare us, the health sector, to the relations of the other sectors, including what is happening in the retail as a sector. So it's one area from a climate change response that we would have to respond on. Thanks. Thank you very much. For One Health, I agree. I think that we have always to go for One Health. It is more integrated and more efficient. Pour professeur Ami, je pense que la solution pour moi, c'est vraiment que les gens déjà prennent conscience, que chacun dans son service qu'il aille, qu'il regarde finalement comment se fait la gestion des déchets biomédicaux. Ça, c'est important. Et faire un plaidoyer pour un renforcement de capacité des programmes de gestion des déchets biomédicaux. Mais que plus généralement, que l'on pense à la question du plastique dans la santé et aussi la question du plastique d'une manière générale, que nous soyons plus sensibilisés. Je pense qu'il y a des pays comme le Rwanda sur la question du plastique qui ont beaucoup évolué. On voit encore dans cette conférence beaucoup d'usages d'objets en plastique. Mais sachez que dans le domaine de la santé, chaque fois que vous faites une perfusion, vous utilisez un objet plastique qui va parfois prendre quelques minutes, ensuite qui va être jeté, mais que ces objets-là, ils vont mettre des centaines et des milliers d'années à être dégradés. Donc, c'est vraiment le plaidoyer pour que les gens pensent aux effets de leurs actes biomédicaux pour l'environnement. Et j'espère que pour ICASA, effectivement, la prochaine ICASA, il y aura une session spécifique sur les aspects environnementaux et santé. Merci. Merci, merci. Je crois que nous retenons One Health intégration et puis applaudissons pour Madame.